notre invitée politique ce matin, c'est Sophie Cluzel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Pascal Jalabert du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va bien sûr parler de vos dossiers, ils sont nombreux Sophie Cluzel, mais d'abord un mot sur l'actualité. On en parlait au début de cette émission, cette marche blanche hier dans les rues de Mulhouse en mémoire de Dina, cette adolescente lycéenne de 14 ans qui s'est suicidée victime de harcèlement scolaire selon ses proches. Est-ce que le gouvernement en fait assez dans la lutte contre le harcèlement scolaire ? C'est une des vraies priorités de l'ensemble du gouvernement, que ce soit du ministre Jean-Michel Blanquer, de moi-même, parce que le harcèlement, je voudrais le rappeler quand même, le handicap est une des premières causes de harcèlement. Donc on travaille main dans la main. C'est un fléau. C'est un fléau, ça peut détruire des vies, on le voit bien, détruire des familles, détruire des adolescents à cet âge si fragile. Donc il faut faire feu de tout bois. On s'appuie aussi sur les associations qui font un très très beau boulot au sein des écoles, des collèges, des lycées. Donc oui, je pense que nous Vous avez des chiffres sur cette question du harcèlement ? On le voit, tous les élèves sont touchés par cette question du harcèlement de toute catégorie, dans toutes les régions. Est-ce que par exemple les élèves handicapés sont plus victimes de harcèlement que les autres ? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Non, je n'ai pas de chiffres très précis, mais la parole commence à circuler, et ça c'est important. Il faut la libérer, cette parole. Et quand vous creusez, oui, ils ont toujours été victimes de harcèlement ou de moqueries, sans aller jusqu'au harcèlement, en tout cas de mots qui blessent énormément. Donc on travaille beaucoup là-dessus, sur les mots qui blessent. C'est un travail incessant, c'est un travail avec ces jeunes ambassadeurs qui circulent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, partout. Il faut en parler, il faut libérer la parole. Et puis après, c'est zéro tolérance. C'est ça qui va changer la donne. Notamment dans l'éducation nationale. Bien sûr, il faut aller plus loin. Mais pas que, dans les centres sportifs, dans les écoles de loisirs, dans les écoles partout. Il faut pouvoir faire circuler cette parole et en parler. Un autre mot sur l'actualité du côté de Marseille. C'est une ville que vous connaissez bien évidemment, Sophie Cluzel. Didier Raoult est accusé d'avoir mené des essais cliniques sauvages contre la tuberculose, mettant en danger les patients. Le protocole qu'il a utilisé n'était pas autorisé par les autorités sanitaires. Il a entraîné de graves complications chez plusieurs patients. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Écoutez, je pense que les affaires sont en cours. Je ne me permettrai pas de commenter des affaires en cours, mais là aussi, il faut vraiment appliquer les contrôles. C'est très important. Surtout, on a des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Il faut qu'elles s'appliquent partout, dans tous les domaines. Donc ça, je fais confiance justement à la justice, au ministre de la Santé pour... Didier Raoult, qui, alors pas sur cette question bien évidemment, mais qui depuis le début de la crise, on le voit, est soutenu par plusieurs élus, notamment du côté de la région sud. Vous pensez quoi de ce soutien ? Je pense que il faut peut-être revoir aussi ce genre de soutien. Quand on a des faits, mais appuyons-nous sur les faits et non pas sur les rumeurs. Je pense que c'est le plus important. L'assistance publique des hôpitaux de Marseille se réserve la possibilité de saisir le parquet de Marseille. Elle doit le faire pour vous ? Je pense si elle décide de le faire, bien sûr. On va parler de vos dossiers maintenant, Sophie Cluzel, et on va peut-être commencer par le baromètre. Oui, Pascal, c'est un baromètre sur les maisons départementales. Voilà, que nous révélons donc ce matin dans nos colonnes, et qui fait apparaître des inégalités dans le traitement des dossiers d'un département à l'autre. Alors, Sophie Cluzel, comment en est-on arrivé là et qu'allez-vous faire pour y remédier ? On en est arrivé là puisque depuis la loi de 2005, on n'a pas imposé un système informatique, on n'a pas travaillé sur une uniformité des droits ouverts pour les personnes handicapées. Alors, pour être précis, dans certains départements, en 2 mois, une personne handicapée obtient ses droits, et dans d'autres départements, il faut jusqu'à 9 mois. Voilà, ça c'est inacceptable. C'est bien pour ça qu'on a pris le taureau par les cornes, que j'ai travaillé avec l'Association des départements de France depuis 2017 et que nous avons fait une grande feuille de route MDPH 2022. Il faut peut-être rappeler que ce sont les présidents de départements qui gèrent ces maisons départementales des personnes handicapées et qui sont donc en pleine responsabilité avec l'État, bien sûr, puisque nous avons des services de l'État aussi dans ces équipes. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Simplifier la vie des personnes handicapées. Depuis 2019, nous avons des droits à vie. Ça veut dire quoi ? Plus besoin d'aller chez le Toubib tous les 3 ans pour tamponner son certificat médical et dire « je suis toujours aveugle, doublement amputé, trisomique ». C'est insupportable. Depuis 2019, il a la possibilité d'octroyer ses droits à vie. Eh bien, dans certains départements, dans certaines maisons départementales, on n'est pas au niveau de ce que l'on peut espérer. En moyenne nationale, on est entre 65 et 70% dans l'ensemble des maisons pour cet octroi de droit à vie. Et puis, il y a des grosses départements qui n'y sont pas, ou même des petits. Je prends Paris, par exemple, 58% seulement de droit à vie. Mais pourquoi, bon sang de bois, depuis 2019, on n'a pas massivement pris ce problème à bras-le-corps et les octroyer ? C'est du gagnant-gagnant. Les équipes renouvellent de la même façon. On perd du temps.
c'est indigne pour les personnes de devoir toujours reprouver leur handicap. Et puis, mais qu'est-ce que vous nous dites que c'est la faute des départements, des présidents de départements, des élus ? C'est la faute de process d'organisation qui ne sont pas mis en place. Je pense qu'il faut vraiment s'emparer de ce problème. Et moi, je fais un appel à tous les départements. Vous êtes chef de file des politiques de solidarité. Il faut y aller à fond. C'est du gagnant. Un service public doit être équitable sur l'ensemble du territoire. Ça marche dans des grands départements. Dans le Nord, on y est à plus de 80%. Donc, ce n'est pas un problème de taille. C'est un problème d'implication du chef de file des départements et d'y aller à fond. Et je serai tout à l'heure donc dans la Somme avec le président Oussoulier qui a été nommé responsable du handicap au sein du nouvel exécutif de l'Association des départements de France. J'ai reçu le président Sauvadet, il est aligné exactement là-dessus. Il faut y aller à fond. Mais l'État n'est pas que incantatoire. Je rappelle qu'on a remis 25 millions sur la table justement pour accompagner les MDPH qui n'étaient pas au niveau de l'informatique. Donc maintenant, qu'on a mis cet argent, qu'on a cette feuille de route, il faut y aller à fond. Et je serai vraiment intraitable sur le prochain baromètre à la fin de cette année. Il faut qu'on soit tous au même niveau. Intraitable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir challenger chaque département. C'est ce que je fais. Je tourne partout en France. J'étais en Dordogne, j'étais dans la Creuse, j'étais dans l'Aveyron, pas plus tard que la semaine dernière. Maintenant, si vous avez des gros problèmes informatiques, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, est à vos côtés. Mais il nous faut des résultats. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que, par exemple, s'il n'y a toujours pas de résultats sur le prochain baromètre, vous êtes en mesure de faire quoi ? Des sanctions financières ? Non, mais il n'y aura pas d'appui financier comme on le fait. Justement. Donc des sanctions financières, il n'y aura pas d'aide financière. C'est l'inverse, voilà, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on vient aux côtés. J'ai re-signé avec le président Roussel en Seine-Saint-Denis 1 million d'appuis, 17 personnes qui ont été embauchées pour venir en appui. Il faut qu'on ait les résultats. Autre dossier qui vous tient à cœur et puis surtout qui est important dans le ministère, c'est la scolarisation. Il semblerait qu'à la sortie du Covid, on manque d'accompagnants, on manque de main-d'œuvre pour aider les enfants handicapés à aller à l'école. Alors là aussi, sur ce dossier, depuis 2017, on a 20% de plus d'élèves handicapés scolarisés. On a un vrai chemin vers l'école de façon naturelle maintenant pour les enfants. Un peu plus de la moitié des enfants ont besoin d'être accompagnés. Je dis bien un peu plus de la moitié. D'autres ont besoin de matériel pédagogique, d'adaptation, d'emploi du temps. Pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, 35% de plus d'augmentation d'effectifs depuis 2017. On est passé de 66 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap à plus de 125 000 aujourd'hui. Ils sont tous en contrat éducation nationale. Rappelons-nous, en 2017, 60% d'entre eux étaient en contrat aidé. 10 mois. Au bout de 10 mois, ils n'étaient plus là. Ils repointaient au chômage. C'est fini ça. Ils sont tous en contrat éducation nationale. Alors, et on embauche encore 4000 accompagnants à la rentrée scolaire. Donc, c'est vrai qu'il y a une demande forte. Mais moi, je dis que la solution, c'est dans plusieurs leviers. Les accompagnants, bien formés, aux côtés de l'élève si ça a été notifié par les maisons du handicap, mais surtout la coopération médico-sociale. Il faut qu'on ouvre massivement la porte des écoles aux psychomotriciens, aux orthophonistes, pour que tout se passe dans l'école. C'est ce qu'on a fait sur les classes autistes. Sur les classes autistes, où on a près de 300 classes maternelles autistes, tout se passe dans l'école. Les enfants sont à temps plein, les parents retravaillent, et cette coopération avec le regard des spécialistes et des enseignants et des accompagnants, c'est comme ça qu'on y arrivera tous ensemble. Alors, et formation initiale des enseignants, du coup, enfin obligatoire. Quand on vous écoute, on a l'impression que les choses vont plutôt bien. Elles vont beaucoup mieux. Ils se sont mobilisés, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. Vous les avez évidemment entendus dans la rue. Plusieurs choses. D'abord, ils se plaignent d'un manque de reconnaissance. Ils ont l'impression de ne pas être assez reconnus par l'État. Je pense qu'ils sont entièrement reconnus. Ils font un métier extraordinaire et ce sont des gens formidables. Je connais bien ce dossier depuis des années et des années. Je pense que leur statut a changé. Le ministre de l'Éducation nationale l'a mis vraiment dans le dialogue social. Ils font partie de la communauté éducative, ce qui n'était pas le cas. Après, j'entends qu'il y a parfois des problèmes de précarité financière. Ça, c'est indéniable. J'allais y venir. Deuxième chose. Alors, ils disent quand ils sont en contrat à temps plein, j'allais dire, qu'ils touchent à peine le SMIC. Non, et beaucoup... Oui. Et beaucoup n'ont pas leurs heures, n'ont pas 32 heures, voire 35 heures, et donc ils sont à 700-800 euros par mois. Exactement. Est-ce que vous les entendez ? Mais bien sûr qu'on les entend. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer de changer les choses. Il y a à peu près 10% déjà qui sont en CDI, puisque je vous rappelle, on fait 3 ans, puis 3 ans et CDI. Certains sont déjà à temps plein, 30-35 heures, quand il y a justement une possibilité au collège et au lycée d'avoir ce nombre d'heures. Parce qu'en élémentaire, on n'a que 24 heures de temps école. Pour autant, certains même en école élémentaire peuvent être AESH, accompagnants ressources. Donc voilà, on essaie de travailler là-dessus pour améliorer leur temps. On travaille aussi beaucoup avec les collectivités locales parce que
Quand on est enfant handicapé, parfois on a besoin d'être accompagné aussi à la cantine, au centre de loisirs, pour aller faire de la culture, du sport ou accéder à la culture. Donc on a la possibilité d'offrir un temps complet. C'est les métiers de demain, ces accompagnants. Ils font un travail formidable et je tiens vraiment à les saluer parce que c'est un métier que j'ai porté depuis très longtemps. Il est parfois indispensable, mais ce n'est pas un préalable à la scolarisation, je tiens à le dire aussi. L'autre chose, c'est qu'il y a une réforme qui a été mise en place, qui met en place des pôles inclusifs, c'est-à-dire qu'il y a une mutualisation de ces accompagnants, et ils disent, mais nous, du coup, on se retrouve à s'occuper de 5, 6, 7 élèves en même temps, c'est pas possible. C'est pas une mutualisation des enseignants, le pôle d'inclusion d'accompagnants localisés. C'est le fait d'avoir des pôles en collège, en lycée, en école, au plus près des territoires. Ça, je tiens vraiment à le dire. Sauf qu'ils se retrouvent à gérer plusieurs élèves en même temps. Est-ce que vous entendez que c'est compliqué ? Il y a toujours eu des élèves, des accompagnants auprès de plusieurs élèves. Ça dépend du besoin. Il y a 2 façons d'accompagner. Soit c'est soutenu et continu, parce que l'enfant a besoin de cet accompagnant, soit il a besoin sur des temps, et on organise le temps de travail. Après, on entend les difficultés, je ne le nie pas. Il faut qu'on améliore la formation conjointe avec les enseignants, les accompagnants, le médico-social. Mais on y travaille, et en tout cas, le ministre de l'Éducation nationale l'a vraiment inscrit dans sa feuille de route prioritaire. Il a travaillé sur une grille indiciaire pour améliorer leurs conditions de rémunération, la formation des 60 heures, et on augmente encore la formation. Et dernier mot là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le système ? Vous le dites, ce sont les maisons départementales qui accordent ces heures et qui définissent les besoins de l'enfant, et vous nous l'avez dit, ils sont en contrat éducation nationale, ça veut dire que c'est l'éducation nationale qui les finance. Est-ce que là, il n'y a pas un problème ? Mais justement, la loi l'a faite au sein de la maison départementale des personnes handicapées pour qu'il y ait une objectivation du besoin et que ça ne soit pas lié aux moyens. Donc au contraire. Mais par contre, là où il faut qu'on travaille mieux, c'est sur cette coopération. Je le redis haut et fort, il faut que les portes de l'école s'ouvrent aux professionnels et que tout se passe dans l'enceinte de l'école pour que les parents puissent retravailler, c'est notre objectif. Un mot un peu plus largement, on a beaucoup entendu parler du Ségur de la santé qui a revalorisé effectivement les soignants. Est-ce que les personnes qui travaillent auprès des personnes handicapées n'ont pas été un peu oubliées des mesures du gouvernement ? Elles n'ont pas été oubliées. La preuve en est, c'est que justement nous remettons près de 400 millions pour ces personnels médico-sociaux dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées, enfants ou adultes, à partir du 1er janvier 2022. Les 183 € nets seront généralisés à l'ensemble des personnels. En revanche, je ne nie pas les problèmes de recrutement aujourd'hui. La pénurie. La pénurie, mais elle est partout, elle est généralisée, la pénurie. Dans certains territoires, ça va. J'étais dans l'Aveyron vendredi, il n'y a pas trop de problème de pénurie. Dans d'autres, il y a énormément de tensions dans ces métiers. Alors bien sûr qu'il y a une part, comme vous l'avez dit très justement, sur la prime Ségur, mais qui va arriver. Et je tiens vraiment à dire qu'il y a des associations qui l'ont déjà versée, parce que pendant la crise, la trésorerie a été intacte auprès de ces associations, puisque l'État a été à leur côté. Pour l'ensemble, ça va être généralisé au 1er janvier, mais au-delà de ça, il nous faut réfléchir sur l'attractivité de ces métiers. Il faut qu'on travaille sur les passerelles possibles, sur les formations, sur la reconnaissance de ces métiers, sur leur capacité justement à pouvoir évoluer d'un monde à l'autre, entre le domicile, les établissements. C'est un vrai sujet majeur de demain. Et d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Comment attirer les jeunes sur ces métiers ? Comment former tout au long de la vie pour pouvoir faire traverser justement les différents murs que peuvent être l'école. Je vous rappelle qu'il y a un diplôme d'État d'accompagnant éducation et sociale qui peut être fait à l'école, au domicile, à l'établissement. C'est un enjeu majeur. Et je suis tous les jours avec les associations justement pour pallier à ces difficultés parce qu'il en va vraiment de l'accueil digne et respectueux des personnes en situation de handicap. Oui, dans les autres dossiers qui ont pas mal fâché, c'est cette fameuse déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. En gros, c'est calculé sur le couple et non plus sur la personne. Que répondez-vous aux associations qui, là-dessus... C'est pas non plus. C'est EPA. Non pas. EPA. Oui, c'est non pas. On hérite d'une situation qui existe depuis 1987, la 75, la création de l'allocation adulte handicapé, qui est un minima. Comme tous les minima, ils sont calculés bien sûr à partir des revenus du conjoint, comme tous les minima. Donc, c'est ce que j'ai redit devant les associations. Et devant le Sénat, puisque le Sénat a voté en faveur de cette déconjugalisation. Oui, c'est vrai, bien sûr. Alors qu'en 2018, ils votaient contre. Je tiens à rappeler qu'ils ont voté contre toute déconjugalisation jusqu'en 2018. Et brusquement, ils votent pour. Il faudra m'expliquer la logique et la colonne vertébrale. Vous dites quoi, qu'il y a de la politique derrière tout ça ? Évidemment, de la part du Sénat, évidemment. Et de la part aussi de l'Assemblée nationale et d'Aurélien Pradié également, puisque c'est passé à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je rappelle que dans le Lot, on n'est qu'à 30% d'octroi des droits à vie.
Donc il ferait mieux de s'occuper de son territoire plutôt que de donner des leçons à tout le monde. Ça, c'est la Le parenthèse. département d'Aurélien Pradier. Exactement. C'est pas lui qui le gère, il n'est pas dans la Non, majorité. mais qu'il aille voir, qu'il a challengé son président de département. Oui. Pour autant, pour revenir à ça, ce que je dis, moi, c'est qu'il nous faut, et c'est ce que les associations vont porter, puisque le Conseil national consultatif des personnes handicapées ouvre les assises sur les ressources des personnes handicapées. Parce qu'il faut voir ça dans sa globalité. La fiscalité, les ressources. Et donc, nous allons travailler ensemble pour voir l'ensemble de la situation. Ouvrons aussi le débat sur les autres minima sociaux, sur le RSA, sur l'APA, sur l'allocation pour la perte d'autonomie, qui sont calculés de la même façon. Donc oui, c'est un vrai sujet de société. Que veut-on faire à travers notre 5e branche de l'autonomie à venir des ressources des personnes et de la compensation? Parce que la compensation du handicap, c'est la prestation de compensation du handicap qui, elle, est individualisée. Mais ça veut dire, parce que c'était votre argument devant le Sénat, que si on le fait pour l'allocation adulte handicapé, il faut le faire pour le RSA, pour l'APA, et que donc ça va coûter des milliards à l'État. Non, pour au-delà des milliards, posons le débat. Pour vous, on ne peut pas le faire uniquement pour cette allocation adulte handicapé? Est-ce que ce sont des citoyens à part ou des citoyens à part entière? Non, mais vous les entendez, ces associations, vous les avez vues comme nous, on est allé faire des reportages. Il y a des gens qui sont obligés de divorcer pour se remettre à Je dis toucher à ces l'allocation. gens-là, est-ce que vous avez bien la prestation de compensation du handicap qui, elle, est individualisée? Et chaque fois que j'ai un peu creusé, non. Donc c'est le recours, il est là. Le droit, il est dans la compensation individuelle et après dans le fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réagi immédiatement, puisque dans le projet de loi de finances est porté un abattement à 5 000 € pour remonter justement la capacité, quand on est dans un couple, de continuer à toucher son allocation adulte handicapé. Bien sûr que je les entends et bien sûr que je travaille avec les associations. Un mot, puisqu'on parle d'allocation. Alors, pas de l'allocation adulte handicapé, mais hier, Éric Zemmour, il a proposé de réserver les allocations, le RSA, l'allocation logement, les allocations sociales, aux Français uniquement. Il dit que la solidarité nationale doit s'appliquer à la nation et que les allocations sociales ne doivent pas être accordées aux étrangers, même en situation régulière. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je pense qu'on a vraiment à s'enorgueillir de la façon dont on traite les personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées notamment, et que quand il y a une urgence, on est toujours là, la France est toujours là, aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin, et que quand de toute façon, il y a une régularisation automatique qui se fait, qu'on ouvre des droits. Une personne handicapée arrive sur notre territoire, eh bien, tout de suite, on est là, à côté d'elle, on ouvre ses droits, et après, bien sûr, il y a la régularisation du fait de sa situation. Donc, je pense qu'il faut arrêter ce débat. C'est un faux débat, ce que met ce candidat, je ne sais pas si on peut l'appeler candidat, ce polémiste, sur la table. Regardons plutôt qu'est-ce qu'on veut faire pour accompagner les personnes à trouver du travail, les accompagner à trouver un logement, les accompagner dignement, une fois qu'on a accueilli les personnes, à être vraiment complètement intégrés dans notre société, en respectant leurs différences. En tout cas, c'est le projet de société que je porte, moi. C'est s'enrichir de la différence, faire en sorte que ces différences soient acceptées et qu'on travaille. Et sur Éric Zemmour, il va trop loin. Il va plus loin que Marine Le Pen, qui, elle, propose de réserver les allocations aux étrangers qui justifient de 5 ans de travail à temps complet sur le territoire. Lui, il va plus loin. Il dit qu'aucun étranger ne doit les percevoir. C'est son droit, hein. Il peut dire ce qu'il veut. Il va trop loin pour vous? Mais je pense qu'il dit ce qu'il veut. Comment le travailler après avec ces étrangers qui apportent justement leur pierre à l'édifice pour beaucoup d'entre eux? Je pense qu'il faut qu'on regarde ça de façon un peu différente. Un dernier mot sur vos dossiers avant une question politique de Pascal. Selon l'IFOP, il y a un handicapé sur 2 qui est embauché en entreprise et qui se dit victime de discrimination. On en parlait sur la question du harcèlement scolaire en début d'émission. Dans les entreprises, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que pour vous, il faut durcir les quotas de personnes handicapées en entreprise? Ça ne sert à rien de durcir des quotas. Les quotas, ils existent depuis 1987 à 6%. On est à 3,8% en moyenne dans le privé. Il faut durcir les sanctions alors? Il faut surtout accompagner les entreprises qui me disent « nous, on voudrait bien, on ne trouve pas », donc du sourcing. C'est pour ça qu'on fait le Duodé, encore une fois, 4e édition, le 18 novembre. J'en fais un appel à tous. Le Duodé, c'est un jour où une personne, justement, travaille avec une personne handicapée. Ça marche parce que ça permet de faire 10% des duos de l'année dernière étaient en sourcing, c'est-à-dire ont été embauchés derrière. Il faut passer de l'obligation à l'envie. Il faut simplifier la politique. On a trop longtemps été de politique de spécialistes. Là, il faut dans le droit commun. C'est pour ça qu'avec la ministre du Travail, on a rapproché Pôle emploi, Cap emploi. Une seule porte d'entrée pour les entreprises, une seule porte d'entrée pour les personnes. Et celles qui ont besoin d'être accompagnées, on a l'emploi accompagné. On a parlé de l'école accompagnée. On fait maintenant l'emploi accompagné, le job coaching. Pour les handicaps psychiques, des déficiences cognitives, celles qui sont difficiles. Je rappelle que 80% des handicaps sont invisibles. Donc il faut accompagner beaucoup plus et ça fonctionne. La baisse du chômage pour les personnes handicapées est une réalité en ce moment.
Ça prouve bien que tout ce que l'on a mis en place depuis 2017 d'accompagnement, et permettez-moi juste de rappeler l'aide à l'emploi. 4 000 € d'aide à l'emploi pour tous CDD de plus de 3 mois et CDI, 20 000 contrats signés déjà, 70% en CDI. Donc on voit bien qu'aussi quand on a une incitation financière, ça fonctionne. Et une dernière question politique de Pascal. Oui, donc vous appartenez à une majorité. Autant en 2017, on voyait bien comment le mouvement a été impulsé derrière Emmanuel Macron avec les marcheurs. Autant là, c'est un peu flou. Il y a le MoDem, il y a Édouard Philippe, il y a les marcheurs, il y a Territoire de Progrès, une branche gauche, une branche droite. Comment vous voyez cela, vous, pour relancer une campagne? Je pense que c'est bien, ça prouve qu'il y a une pluralité de courants qui vont se rassembler derrière le président. Il faut faire une maison commune avec tout ce monde? C'est ce qu'on a déjà fait depuis 2017, une maison commune. Hein. Et c'est une réalité sur les territoires quand... Pendant les élections régionales, moi je l'ai bien vu, hein, que cette maison commune, c'est une réalité avec le groupe MoDem, Agir, Territoire de Progrès, En Marche. Elle existe déjà, il faut la fédérer de façon un peu plus large. Et puis voilà, il faut être derrière, j'espère, le président, s'il se présente. Il faut qu'il se déclare rapidement. En tout cas, moi, mon parti, c'est le président, de toute façon. Et je serai derrière lui à fond, comme depuis 2017. Merci beaucoup. Merci Sophie Cluzel d'avoir été notre invitée ce matin.